En marge de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République Alassane Ouattara a pris part dans la matinée d'hier, lundi, à la cérémonie d'ouverture de la session annuelle de l'ONG Clinton Global Initiative sur le thème « Partenariat pour la prospérité mondiale ». Un an après le début de la crise migratoire, la solidarité européenne à l'épreuve, l'Europe cherche des solutions face au nombre impressionnant de migrants qui partent d'Afrique, de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan. Ils étaient plus d'1 million en 2015. L'actualité, c'est aussi la RDC où la manifestation prévue par l'opposition pour demander le départ de Joseph Kabila à la fin de son mandat a dégénéré. Au lendemain des violences, opposition et majorité se renvoient la responsabilité des violences. Le bilan est de 17 personnes tuées selon les autorités. L'opposition fait-elle état d'au moins 50 morts? Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Ce mardi 20 septembre à New York aux États-Unis d'Amérique, les dirigeants du monde sont réunis pour l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. En marge de cette 71e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République Alassane Ouattara a pris part dans la matinée d'hier lundi à la cérémonie d'ouverture de la session annuelle de l'ONG Clinton Global Initiative. C'était sur le thème « Partenariat pour la prospérité mondiale ». Intervenant à cette occasion, le président Bill Clinton a indiqué avoir lancé cette ONG en 2005 afin de permettre à toutes les personnes de bonne volonté de travailler ensemble pour résoudre les problèmes de l'humanité. Viviane Aïma, notre envoyée spéciale à New York. Ce lundi matin, le président de la République, Alassane Ouattara, et la première dame Dominique Ouattara comptaient au nombre des illustres invités du président Bill Clinton à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la session annuelle de l'ONG Clinton Global Initiative, dont le thème cette année est « Partenariat pour la prospérité mondiale ». Le président de la République avait été auparavant l'invité en 2013 du président Clinton à l'occasion de la session annuelle de sa fondation sur le thème de la lutte contre le braconnage des éléphants en Afrique. L'ONG Clinton Global Initiative a été créée en 2005 par le président Bill Clinton, 42e président des États-Unis. Cette ONG lutte contre la pauvreté en Afrique, le paludisme et le sida. Cette deuxième invitation adressée au président de la République, Alassane Ouattara, peut être considérée comme une marque de grande considération. Si le président Bill Clinton a dirigé les États-Unis de 1993 à 2001, son épouse Hillary Clinton, candidate à la magistrature suprême cette année, est bien partie pour devenir la première femme présidente des États-Unis. En provenance d'Afrique, de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan principalement, ils sont plus d'1 million de migrants arrivés en Europe en 2015. La crise migratoire se mue en chaos humanitaire aux différentes frontières et l'Europe cherche toujours des solutions. C'est un dossier que vous propose le service politique de la rédaction. Il est signé Salima Toudia et Sylvie Touré. Sur cette image, le symbole du drame des migrants. Aylan Kurdi, un enfant syrien de 3 ans, noyé et charrié par les vagues sur une plage turque. Sa famille avait fui la guerre et tenté de rejoindre la Grèce début septembre 2015. L'image a fait le tour du monde. Stupeur, indignation, consternation, chacun y est allé de ses émotions. Le choc est planétaire. Sous les feux de la critique, l'Europe ouvre enfin les yeux sur la tragédie qui se joue à ses portes, principalement aux frontières grecques, porte d'entrée pour les réfugiés fuyant la guerre et Daesh en Syrie, en Irak et en Afghanistan. Également aux frontières italiennes pour les migrants fuyant la pauvreté et la guerre, en Afrique subsaharienne, en Érythrée via la Libye. Je n'aime pas cette Europe qui se nombrilise, cette Europe qui se ferme aux espoirs et à l'attente des autres. J'aime l'Europe où des centaines de milliers de volontaires viennent assister, appuyer les réfugiés.
La Commission européenne s'est réunie dans la foulée. Une solution est trouvée pour 40 000 migrants et pour les 120 000 restants, elle propose une répartition par quota sur 2 ans. L'Allemagne se montre concrète, elle qui fait déjà preuve de générosité en accueillant plus de 800 000 réfugiés, se propose d'en héberger 31 443 autres. La France s'engage pour 24 031, l'Espagne 14 931, le Danemark 1000, l'Irlande 2 900 et la Grande-Bretagne 20 000, mais sur 5 ans. Nous sommes encore loin du compte. C'est que la politique d'ouverture divise les 28. L'aile Est se durcit et se barricade. Murs physiques et clôtures de barbelés rivalisent de hauteur sur la route des Balkans, avec déploiement de forces de l'ordre aux frontières. Le message est clair, ils ne veulent pas de migrants sur leur sol. Je suis assis ici, je veux passer mais je ne peux pas. Et si je rentre chez moi, je vais mourir. Il vaut mieux que vous nous tuiez ici. Toute personne qui entre en Europe a le droit d'être traitée comme un être humain. Ceux qui ont le droit de rester peuvent rester. Ceux qui sont venus en vertu de la Convention de Genève que nous avons tous signée, fugitifs de la guerre ou du terrorisme, nous devons les intégrer s'ils veulent rester plus longtemps. Nous devons les aider à trouver une nouvelle patrie. L'appel de la chancelière allemande n'aura pas l'effet escompté. L'Europe se tourne alors vers la Turquie pour une solution transitoire. Un accord est conclu le 18 mars. Ankara s'engage à reprendre sur son territoire tous les réfugiés entrés par les côtes grecques. En contrepartie, l'UE accepte sur son territoire le même nombre de personnes venant des camps de réfugiés dressés en Turquie. Erdogan exige en prime l'exemption de visa pour les citoyens turcs. Les mois qui suivent, les côtes grecques sont soulagées, le nombre de migrants baisse de moitié. Succès de la solution turque ou coup de pouce de la météo pas clémente en mer sur la période. Les avis sont partagés. Mais seulement, quelques mois après sa signature, la Turquie dénonce cet accord. Elle accuse l'Europe de non-respect de ses engagements. Nous le mettons en application et nous continuerons à l'appliquer pour des raisons humanitaires. Mais sans libéralisation des visas, la Turquie ne s'engagera dans aucun nouveau mécanisme. La balle est pour le moment dans le camp européen. Nous avons rempli nos engagements. Réunie à Bratislavia, en Slovaquie, la semaine dernière, l'Europe semble plus soucieuse d'elle-même. Le Brexit est passé par là. Elle doit désormais penser son avenir à 27 ans, crise économique, échéance électorale imminente, percée du sentiment nationaliste, donc anti-migrant, menace terroriste, voilà les priorités. Et pendant ce temps, la Méditerranée, devenue un cimetière aquatique, continue d'ensevelir des embarcations entières. L'afflux de migrants y a été estimé à 1 100 000 en 2015, 3 500 personnes y ont perdu la vie. L'Europe fait face à sa plus grave crise migratoire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Et pire, le nombre d'entrées sur le sol européen pourrait augmenter de 17% cette année et le nombre de morts de 15%. Les chiffres font froid dans le dos, mais aucune solution concrète à l'horizon. La voix des dirigeants africains est très peu audible sur le sujet. Les guerres et la pauvreté continuent de noyer les espoirs de lendemain meilleurs sur le continent. Le conflit syrien est loin de la désescalade. Le terrorisme a atteint son apogée. Les racines du mal sont bel et bien là. De la crise migratoire au chaos humanitaire, la solidarité européenne est à l'épreuve et le monde avec. C'est un dossier signé Sylvie Touré. Ici en Côte d'Ivoire, hier, lundi, c'était la rentrée des classes au niveau de l'enseignement technique et professionnel. Et ce 19 septembre, Paul Kofi Kofi était lui-même sur le terrain dans le district d'Abidjan. Le ministre voulait s'assurer de l'effectivité de la reprise et si tout se déroulait comme prévu. Reportage. Les élèves et étudiants de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont repris les cours hier lundi 19 septembre. Au lycée technique de Cocody,
Un cours de comptabilité a été donné aux élèves de la première G2. On a eu un nouveau professeur, il nous a parlé de la comptabilité commerciale. Donc moi j'ai retenu que la comptabilité commerciale nous permet de négocier des marchés. Aux élèves qui ne sont pas encore inscrits, qui viennent s'inscrire, parce que les cours ont déjà commencé. Nous sommes déjà en train de faire la révision, donc ça veut dire normalement, les jours à venir, on va commencer le programme proprement dit. Au centre de bureautique, de communication et de gestion de Cocody, élèves et étudiants étaient aussi à la tâche. L'une des innovations majeures cette année, le port de l'uniforme de la même couleur pour élèves et étudiants. Je me sens à l'aise, je suis heureuse de la nouvelle tenue parce qu'elle fait la différence entre nous les élèves de l'enseignement technique et les élèves de l'enseignement général. Pour constater l'effectivité de la reprise des cours, le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a visité ces deux établissements. Paul Kofi Kofi s'est aussi rendu au lycée professionnel commercial de Yopougon. Les enseignants sont à pied d'œuvre, les élèves sont également présents. Nous avons constaté la joie qui se lit sur le visage des enfants pour ces nouvelles tenues et qui sont un signe de discipline et aussi de cohésion. En venant, c'était aussi pour motiver nos enseignants, pour leur demander d'être donc là à leur poste et aussi qu'ils ont une responsabilité d'encadrement des enfants. L'enseignement technique et professionnel compte environ 100 000 élèves et étudiants. L'année scolaire va prendre fin le 14 juillet 2017, soit 36 semaines découpées en 2 semestres. C'était un reportage de Grace Kando. À Bouaké également, la rentrée des classes dans l'enseignement technique s'est faite hier lundi, même si elle était un peu timide. Nos reporters ont pu se rendre dans plusieurs établissements. Ils ont noté, par exemple, qu'au collège d'enseignement technique et au collège d'enseignement technique féminin, l'on est encore à l'étape des inscriptions. Pourquoi ce retard? Élément de réponse avec Soro Corona et Charles Tatou. Après la rentrée scolaire dans l'éducation nationale, la semaine dernière, le lundi 19 septembre, a été réservé à l'enseignement professionnel. Mais ce mardi, au collège d'enseignement technique de Bouaké, rien ne semble débuter. Quelques rares élèves viennent pour les inscriptions. Même constat au collège d'enseignement technique féminin de Bouaké et au centre bureautique de communication et de gestion. La seule différence, les enseignants font des prises de contact avec quelques élèves et étudiants présents. Depuis hier, les élèves sont là. Vous avez constaté ce matin que les professeurs aussi sont là. Ils entretiennent les élèves. Depuis hier, tout le monde était là. Et ils attendent. Vous êtes passé dans les salles où le prof attend, les élèves, aucun n'est là. On attribue ce retard aux nouvelles réformes opérées au sein du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Une des mesures phares est l'uniformisation des tenues scolaires. Au niveau du CBCG, cela se ressent parce que chez nous, les élèves doivent être en costume. Pour la nouvelle tenue, les responsables des différents établissements disent trouver des solutions pour le début effectif des cours. Nous laissons le temps aux parents d'élèves d'offrir les tenues, les nouvelles tenues à leurs enfants et au fur et à mesure jusqu'à la fin de l'année. Et même avant la fin de l'année, vous verrez que toutes les tenues seront portées par tous nos élèves. Le décor est tout à fait différent au lycée technique de Bouaké. Ici, les cours ont débuté malgré quelques difficultés. Venez, sinon vous êtes en retard et puis on ne va pas revenir sur les mêmes leçons. Il est vrai que sur le plan technique, certains élèves ont connu un retard au niveau de l'inscription en ligne. Cela est dû au fait que les lycées techniques étaient à l'éducation nationale. Et c'est cette année que nous sommes passés à la formation professionnelle. L'habitude ayant la peau dure, le directeur régional est en train de tout mettre en œuvre pour la reprise effective des cours le lundi prochain. Les professeurs sont là. Tout à l'heure, on a constaté effectivement qu'ils sont dans la salle de classe. On essaie de leur donner des petits conseils pour qu'au grand maximum, au lundi prochain, effectivement, les cours soient effectifs. Débuter les cours tôt permettra aux élèves et aux étudiants de réaliser de meilleurs résultats scolaires.
Au niveau de l'éducation nationale, la rentrée scolaire a eu lieu depuis le 13 septembre dernier avec une innovation cette année, les cours le mercredi matin pour les élèves du primaire. Cependant, certains leaders syndicaux menacent d'entrer en grève pour protester contre ces cours du mercredi. La ministre de l'Éducation nationale, elle, a exprimé sa colère lors d'un point de presse hier lundi quand Dia Camara met en garde tous les enseignants perturbateurs et réfractaires à la mesure. Le témoignage d'Herman Niamia. Elle n'y est pas allée du dos de la cuillère pour exprimer son indignation face aux menaces de grève projetées par le MIDD, le mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits, pour protester contre les cours du mercredi de l'enseignement primaire. Face à ces menaces de grève, Kandia Camara s'est voulu très ferme. Mesme Koumoue menace en ces termes. Si l'on impose les cours de mercredi, il va organiser une grève sauvage et illimitée. Allez dire à Mesme Koumoue que la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, dit si lui et des enseignants de son bord mettent une grève sauvage et illimitée, la riposte sera sauvage et inoubliable. Kandia Camara souligne que les différents syndicats ont été consultés avant cette réforme. C'est pourquoi elle ne saurait accepter que certains syndicats rament à compte courant. Le premier responsable syndical qui a été informé, ça a été Mesme Koumoue, au cours d'une réunion présidée par le directeur de cabinet au CNMS. Ce Mesme Koumoue a participé à toutes les rencontres sur la question des réformes. La ministre de l'Éducation nationale invite les enseignants à ne pas céder aux intimidations. Selon elle, toutes les dispositions sont prises pour assurer leur sécurité. Intéressons-nous à présent à l'accès des personnes handicapées à la fonction publique. Elles sont 300, ces personnes, à bénéficier du recrutement dérogatoire de 2015. Leur déploiement dans les administrations est depuis lors effectif, mais ils souhaitent avoir le nombre de recrues augmenté. Ils étaient plus de 1500 à postuler en 2015. Moussa Konaté. Seule sa détermination donne un sens à son existence. Lucie, non-voyante, brave quotidiennement cet ascenseur de la tour E du plateau pour accéder à son poste. Elle est standardiste dans un cabinet ministériel. Malgré son handicap, le combiné n'a plus de secret pour elle. Allô, bonjour. Oui. Ce travail, ça m'a donné d'être autonome financièrement, d'être utile dans ma maison, puisque par le fruit que ce travail m'apporte, je peux aider mon mari. Vraiment, ça m'a fait du bien. De la place pour les personnes en situation de handicap dans l'administration. La nouvelle est tombée le 14 janvier 2015 lors d'un conseil des ministres tenu dans la capitale politique Yamoussoukro. 300 personnes handicapées recrutées de façon dérogatoire. Sur les 300 personnes handicapées, nous avons 210 hommes, 90 femmes, soit un pourcentage de 27% à peu près pour la gente féminine. Pour la première fois, certaines catégories de personnes handicapées ont été prises en compte. Il s'agit notamment des albinos, nous avons recruté 11, des bègues, nous avons recruté 10, des personnes de petite taille, nous avons recruté 4, et des personnes en situation de handicap mental, nous avons essayé avec une personne pour l'instant pour voir ce que cela peut donner au niveau de l'insertion. Donc, sur cet exemple, vous comprenez donc qu'en dehors de ces types de handicap, vous avez la part des moteurs vraiment qui constitue de gros lots de personnes de côté. Nous avons 197 personnes en situation de handicap moteur qui ont été recrutées. Nous avons 45 sourds qui ont été recrutés. Nous avons également 32 non-voyants qui ont été recrutés. Donc, c'est une des variables très importantes, en tout cas des variables remarquables de ce recrutement. Grâce gouvernementale pour ces personnes déjà éprouvées par le coup du sort, aujourd'hui, elles se sentent utiles à la société et arrivent à se prendre en charge. Moi, j'ai été, comme on appelle ça, on m'a affecté au ministère de la Défense. Vraiment, chaque matin, je suis très content quand je vais au travail. Parce que je sais que tôt ou tard, je recevrai quelque chose pour, en tout cas, épanouir ma vie. J'ai eu la chance, moi, d'être à Abidjan, au niveau de la direction générale de l'environnement, et trouver des collègues qui sont vraiment sympas, voilà, qui m'ont accepté dès le premier jour.
et la collaboration se passe en tout cas très bien. La difficulté majeure, c'est le déplacement. La maison au lieu de travail, ça qui rend ça un peu compliqué, sinon à part ça, je crois que le reste, ça va. Leurs conditions de vie désormais améliorées et restent enviables en dépit de quelques difficultés rencontrées par les nouveaux recrutés. Le recrutement n'a concerné que 300 postes pour 1515 postulants. Il faut saluer, mais le nombre est jugé insuffisant. Ce jeune homme, diplômé en informatique, y met tout son espoir. C'est un appel, n'est-ce pas, que je lance à l'endroit, n'est-ce pas, du gouvernement ivoirien. Il faudrait que le recrutement soit, n'est-ce pas, annuel. Le recrutement soit annuel parce que nous sommes bon nombre, n'est-ce pas, d'handicapés, qui sont sans emploi. Si nous sommes allés à l'école, c'est pour servir la société. Il n'est pas exclu qu'il y ait dans un avenir proche, plus ou moins proche, d'autres recrutements. Mais pour l'instant, nous nous attelons à parachever ce recrutement qui est en cours pour faire en sorte que les personnes qui sont recrutées travaillent effectivement dans de bonnes conditions. Tout comme les êtres dits normaux, les personnes handicapées constituent aussi un nid de compétences pour servir l'administration ivoirienne. Le rêve des 300 recrutés, celui de mettre leur talent à profit, est aujourd'hui une réalité grâce à l'État de Côte d'Ivoire. Un mot d'agriculture dans ce journal et c'est à Zoukoube que je vous amène. Zoukoube où le FDH, le Fonds de développement EVA de l'Association des professionnels de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire vient d'investir 35 millions de francs CFA dans la formation de 120 nouveaux techniciens de l'EVA. Ces bénéficiaires ont reçu leurs attestations de fin de formation. Ce sont là donc au total 220 techniciens qui bénéficient de cette formation pratique en plantation dans la région. Un nombre certes important, mais encore largement au-dessous du besoin de personnel qualifié dans la filière EVA en Côte d'Ivoire. Les détails avec Sidonie Davila. De cette formation, essentiellement axée sur les aspects pratiques, sont sortis 20 ouvriers agricoles spécialisés et 100 nouveaux seniors d'EVA. Ce sont les bénéficiaires eux-mêmes qui en parlent le mieux. Sous votre coupole, nous avons acquis toute la technicité et l'assurance d'un emploi, ce qui nous a permis de recueillir à terme la somme de 633 000 francs CFA. Au Fonds de développement EVA de la Promac, l'objectif majeur est de garantir aux planteurs les revenus attendus de leurs exploitations agricoles. Un seigneur peut gagner minimum 30 000, mais c'est des gens qui peuvent aller jusqu'à 120 000 francs par mois parce que le nombre d'arbres qui saignent, ça s'accroît. Je demande aux jeunes de s'intéresser à la filière, de s'intéresser à ce métier. Nous sommes disposés à les former. À ce jour, ce sont au total 220 seniors et techniciens de l'EVA formés à partir de Zoukoube par la Promac FDH sur un budget de 75 millions de francs CFA. Une école de formation au métier de l'EVA est en projet à Zoukoube. À cet effet, les communautés de la localité ont gracieusement offert un terrain de 11 hectares. Direction Soubré à Tienemboué, précisément où le foyer des jeunes de la mairie a abrité l'atelier d'information des autorités locales et des acteurs sur les acquis du projet dénommé YAM6. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités de recherche pour le développement agricole du Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Les précisions de Kwadio Kwame de la station régionale RTI Boaké. Aliment de base de plus de 155 millions de personnes, 95% du taux de production de l'igname provient de l'Afrique de l'Ouest. Pour accroître le rendement à l'hectare, les producteurs ont été exhortés à produire autrement l'igname à partir de bonnes semences de tubercules, la gestion durable des sols et la préservation de l'environnement. On veut leur inculquer la production de semences saines, de semences de bonne qualité. Une semence qui peut contribuer à augmenter de façon significative le rendement. Pour les producteurs et par la voix de leur porte-parole, le changement de méthode commence par les champs écoles du projet YAM6. On pratiquait comme ça, on ne savait pas qu'il y avait des semences à pratiquer. On vient nous dire maintenant, apprenez à faire de la semence. Quelques points d'insatisfaction tout de même, les femmes n'ont pas accès à la terre à Tiningui. Yakoli Dabou, sous-préfecture de Liliou, les morceaux de terre laissés par les cultures de rente sont moins fertiles. Il est donc nécessaire d'utiliser des engrais minéraux. Un apprentissage collectif qui donne satisfaction.
On a traité les ignames et puis comme on le constatait, et vraiment toutes les buttes ont poussé. Le feuillage est vraiment bien vert et c'est différent des autres champs qui sont juste à nos voisins mais qui n'ont pas été traités. Le coordonnateur du projet, le docteur Gaza, a invité les élus et cadres des deux localités à s'approprier le projet qui vise la sécurité alimentaire et l'accroissement des revenus de la chaîne des valeurs. À Divo, la lutte contre la mortalité infantile liée au paludisme s'intensifie. La maternité du HCR, le centre hospitalier régional de la ville, vient de bénéficier d'un don de médicaments offert par un fils de la région. Des médicaments contre le paludisme destinés aux nouveau-nés et aux enfants de moins de 5 ans. Il s'agit entre autres de seringues, de tests rapides et de bandes. Soro Corona, Kader Sogodogo, RTI Boaké. Le paludisme est un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Au cours de l'année 2015, l'on a enregistré plus de 6 millions de cas qui ont occasionné 45 000 décès, dont de nombreux enfants de moins de 5 ans. Pour contribuer à l'atteinte des objectifs fixés dans le plan stratégique national pour la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, des initiatives se multiplient sur le terrain pour soutenir cette stratégie. C'est dans ce cadre qu'un don de médicaments a été fait à la maternité du centre hospitalier régional de Divo. C'est un don de Bertin Paul Arnaud Zéouri, cadre de la région du Lodjibois. Le donateur a eu le soutien de l'ambassadrice de la République fédérale du Nigeria en Côte d'Ivoire, des autorités administratives et politiques de Divo. Ces autorités ont salué cette action de portée sociale avant d'inviter les autres cadres à suivre cet exemple. Bertin Paul Arnaud Zéouri inscrit son action dans le cadre de l'assistance d'un fils à ses parents. Il a invité les femmes à fréquenter les centres de santé pour la prise en charge des enfants. La visite de la maternité a constitué l'un des temps forts de cette remise de médicaments. Une rencontre sportive a rassemblé les filles et fils de la région du Lodjibois. À Bandoukou, à l'occasion des journées socio-culturelles qu'elles viennent d'organiser, les populations de la localité de Kouanan ont émis un souhait, celui de voir réaliser à Kouanan un château d'eau. Un vœu qui leur est cher car les habitants de cette localité ont d'énormes difficultés à s'approvisionner en eau potable. Thérèse Tapeyoboué. Construction de 7 salles de classe, de 5 logements de maîtres, d'une pompe villageoise, un centre de santé, d'un marché, d'un foyer polyvalent, de 2 églises et d'une mosquée. Des réalisations rendues possibles grâce au chef du village de Kpana, localité située dans le département de Bandoukou. Il s'agit de Dagbolo Kofikra Membaege II, qui, en 30 ans de règne, a su maintenir un climat de paix et de développement dans cette localité. C'est donc à juste titre qu'un hommage lui a été rendu par la population au cours des journées culturelles organisées par la mutuelle du village. Kpana est certes pourvu d'infrastructures, mais il reste beaucoup à faire. L'eau à Kpana rend la vie très difficile parce que nous avons une seule pompe pour plus de 3000 habitants. Nous demandons aussi au président de nous accorder une sage-femme. Nous avons un problème crucial, c'est le problème de la route. Le sous-préfet de Bandoukou a appelé les populations de Kpana à la cohésion pour booster le développement de la localité. Ces journées socio-culturelles ont été marquées par des séances de dépistage volontaire du diabète et de l'hypertension, une opération coup de balai, un concours culinaire, une kermesse, des danses et un match de football doté du trophée du chef Dagbolo Membaege II. Il est âgé de 84 ans, père de 27 enfants, 85 petits et arrière-petits-enfants. L'actualité hors de nos frontières, c'est la manifestation du lundi 19 septembre à Kinshasa, prévue par l'opposition pour demander le départ de Joseph Kabila à la fin de son mandat qui a dégénéré. Au lendemain des violences, opposition et majorité se renvoient à la responsabilité des violences. Le bilan est lourd. Selon les autorités, 17 personnes ont été tuées. L'opposition fait-elle état d'au moins 50 personnes tuées. Les sièges de 5 partis d'opposition ont par ailleurs été saccagés dans la nuit puis incendiés par des hommes armés. Ce mardi, le siège de l'UDPS, premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale congolaise, était en feu à Kinshasa.
Et puis, sport pour terminer. La 5e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana s'est achevée dimanche dernier à Ouagadougou et c'est la Côte d'Ivoire qui en est la grande gagnante. Les éléphants maracaniers ont réalisé un doublé historique en s'imposant aussi bien chez les seniors que chez les vétérans. Après cet exploit, les nouveaux champions, les nouveaux rois d'Afrique sont rentrés à Abidjan depuis hier lundi. Retour triomphal des éléphants maracaniers à Abidjan après leur succès à la Coupe d'Afrique des Nations Ouagadougou 2016 qui a consacré la Côte d'Ivoire vainqueur des catégories seniors et vétérans. Bleu Charlemagne, président de la Fédération internationale de Maracana et association, fait avec les siens le bilan de la promotion du Maracana. Pour une fois, la passe de 2 a été réussie. Et donc gloire également à notre pays et à ses dirigeants. Mais surtout, bravo aux athlètes, bravo aux autorités ivoiriennes qui croient en cette discipline et à la direction technique nationale et à tous les encadreurs pour ce qu'ils ont fait. À l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, les nouveaux champions d'Afrique se sont brièvement adonnés à un premier bain de foule avant de prendre la direction de Yopougon, complexe Desi Jackson, où ils sont accueillis. En 5 participations, les éléphants se sont imposés 2 fois chez les vétérans et 4 fois chez les seniors, confirmant ainsi leur suprématie dans cette discipline. Pour être au-dessus de toutes ces équipes, il y a un travail qui a été déjà fait, un travail de longue haleine, beaucoup de sérieux autour de l'équipe nationale de Maracana. Voilà, seul le travail paye. Avec ce joli doublé, Trésor Oka et ses coéquipiers rentrent ainsi dans les annales de l'histoire du Maracana. C'est un reportage de nos confrères de RTI Sport. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci de votre fidélité à notre antenne.